fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une conférence midi organisée par la Société québécoise de droit international et en particulier son cercle étudiant. Donc, une conférence midi intitulée L'arbitrage commercial international dans les pays arabo-musulmans. Une conférence qui sera donnée par la docteure Fadwa Abou El-Essène. Quelques mots sur notre conférencière. Donc, Mme El-Essène est titulaire d'un doctorat en droit privé de l'Université de Poitiers en France, doctorat qu'elle a obtenu en 2017. Elle a également été professeure adjointe en droit privé à l'Université King Faisal en Arabie Saoudite de 2018 à 2020, ainsi que vice-doyenne, chef du département de droit privé et professeure adjointe à l'Université Al-Asala en Arabie Saoudite de 2017 à 2018. Je m'excuse. Donc, écoutez, vous comprenez que c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui d'accueillir la docteure El-Essène. C'est la première occasion qu'elle a de participer à une conférence de la Société québécoise de droit international. Donc, je me permets de lui souhaiter également la bienvenue au sein de la Société québécoise de droit international. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Donc, merci beaucoup, Mme El-Essène, d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Et suite à votre conférence, j'annonce déjà qu'il y aura une brève période de questions qui vous permettra d'échanger et de discuter avec notre conférencière. Donc, à vous la parole, Mme El-Essène. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci pour la Société québécoise du droit international. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et un grand remerciement au président de la Société, M. François Roche, de m'avoir invité et m'accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'arbitrage commercial international dans les pays arabo-musulmans. Donc, autrement dit, l'arbitrage commercial international face à la charia islamique. Alors, je vais annoncer rapidement mon plan, c'est-à-dire le plan de notre conférence. On va définir rapidement l'arbitrage commercial international pour passer à un certain aperçu historique concernant les sentences arbitrales dans les pays arabo-musulmans, pour savoir comment ces sentences arbitrales ont évolué et par suite pour parler enfin de la progressive reconnaissance de la charia islamique dans un arbitrage commercial international. Donc, tout d'abord, si on va définir l'arbitrage commercial international rapidement, on peut dire que c'est un processus consensuel, il est indépendant du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire d'un État, par lesquels les parties à un contrat transfrontalier conviennent de soumettre un différend à un arbitre ou bien à un groupe d'arbitres, normalement ou bien généralement, il est formé de 3. Il est désigné soit directement par les parties, soit pour les parties par une institution d'arbitrage international, dans le but de régler leurs différends par l'émission d'une sentence définitive et contraignante, conformément aux règles de procédure choisies par ces parties-là. Donc, notre question juridique serait de savoir comment l'arbitrage commercial international a été perçu dans les pays arabo-musulmans, ou bien comment cet arbitrage international commercial a été perçu face à la charia islamique. Tout d'abord, il faut savoir que les sentences arbitrales dans les pays arabo-musulmans ont déjà passé par 2 phases. On a eu tout d'abord la première phase où il y a eu un refus catégorique de l'application de la charia islamique pour passer à une seconde phase où l'on a eu la réception de la charia dans un arbitrage commercial international. Donc, concernant la première phase, on a eu un refus catégorique de l'application de la charia, et ceci à travers plusieurs sentences pétrolières qui remontent aux années 1950. On va parler de ces sentences arbitrales rapidement, mais pour savoir seulement leur contenu. Donc, 1951, on a eu la sentence de Cheikh Abu Dhabi contre la société Petroleum Development Ltd.
Donc, le droit applicable au litige devrait être le droit ou bien la loi d'Abu Dhabi, c'est-à-dire la loi islamique. Mais par contre, l'arbitre a refusé de l'appliquer car elle se basait sur le droit musulman qui était par rapport à lui comme un droit purement discrétionnaire, c'est-à-dire la détermination du contenu de ce droit musulman a posé beaucoup de questions et beaucoup de problèmes aux arbitres. C'est pourquoi il a dû appliquer le droit anglais et ce qu'on appelle aussi les principes généraux de droit des nations civilisées. Pour passer en 1953, on a eu une autre sentence arbitrale. C'était la sentence Ruler of Qatar contre International Marine Oil Company Ltd. Et aussi, le droit applicable à ce litige devrait être la loi qatari, c'est-à-dire la loi islamique. Mais par contre, l'arbitre, une autre fois, refuse de l'appliquer car la difficulté de comprendre le contenu de la charia islamique à cause, par rapport à lui, de son inadaptation et son insuffisance. Et aussi, en 1958, on a eu la sentence de Saudi Arabia contre Aramco. Le droit applicable aussi à ce litige était la loi saoudienne et plus spécifiquement, c'était le droit musulman de l'école hanbalite, à savoir qu'en islam, on a 4 courants. On a l'école hanafite, hanbalite, shafi'ite et malikite, alors qu'en Arabie saoudite, on applique ou bien on adopte le courant qui est le courant hanbalite. Donc, et aussi dans cette sentence, l'arbitre a refusé de nouveau d'appliquer la loi islamique parce qu'il la voyait comme inadaptée aux exigences du commerce international moderne. Bref, on peut dire que les arbitres internationaux ont condamné la charia comme étant, d'une part, embryonnaire, précaire et incertaine, et d'autre part, elle était inapte à régir les techniques évoluées du commerce international moderne. C'est pourquoi ils ont substitué la charia aux normes transnationales et principes généraux du droit commun aux nations civilisées. Bien, donc, après après plusieurs années, on a dû passer à une seconde phase où l'on a eu la réception de la charia dans un arbitrage commercial international dans les pays arabo-musulmans. Donc, face à la mondialisation, les pays arabes islamiques impliqués dans des transactions à l'échelle internationale devaient trouver un certain terrain d'entente entre les traditions religieuses et les exigences du commerce international. C'est pourquoi il y a eu 3 affaires qui ont mis en cause la loi libyenne de nationalisation sur les droits des étrangers bénéficiaires de concessions pétrolières délivrées par l'État libyen. Et c'est ici qu'on a commencé à vraiment accepter le droit musulman. Alors, ces 3 sentences étaient, on va les dire rapidement. On a eu en 1973 la sentence BP Exploration Company Libya Ltd contre le gouvernement of the Libyan Arab Republic. Dans cette sentence, l'arbitre a accepté d'appliquer au fond du litige les principes communs au droit libyen et au droit international, mais par contre, il applique le droit danois comme un droit du siège pour régir la procédure. Et aussi en 1977, on a eu la sentence Texaco Overseas Oil Petroleum Co. California Asiatic Oil Co. contre le Government of the Libyan Arab Republic. Dans ce cas-là, l'arbitre a exclu de nouveau la loi libyenne, donc la loi islamique, pour passer en 1980 à une 3e sentence, c'était la sentence Libyan American Oil Co. Liamco contre le gouvernement of the Libyan Arab Republic. Et à cette phase-là, ou bien dans cette sentence, l'arbitre a dû vraiment appliquer la loi libyenne. Donc, on a dû vraiment écarter le droit musulman jusqu'à l'on a pu appliquer d'office en 1980. Et c'était vraiment en 1982 avec la sentence Amin Oil contre le gouvernement kuwaitien
que cette sentence, elle fut conciliante à l'égard du droit musulman. Alors, là, on doit retourner un peu pour savoir pourquoi on a dû, ou bien pourquoi les arbitres ont dû critiquer les sentences arbitrales comme étant embryonnaires, comme étant inadaptées, comme étant incertaines, etc. Donc, pourquoi le droit musulman a été perçu comme inadapté? Alors, tout d'abord, il faut comprendre comment les pays arabo-musulmans perçoivent vraiment la charia islamique. Selon prof Nathalie Najjar, alors, les pays arabo-musulmans considèrent que la charia y est perçue comme une riche source de droit, un corps législatif à part entière, souple, susceptible d'évolution et d'adaptation aux nécessités des affaires. Donc, les arbitres ont exclu le droit musulman sans faire un examen sérieux du contenu de la loi évincée, car le droit musulman était vraiment difficilement accessible par les arbitres européens. Si on veut revenir un peu sur les sentences arbitrales qu'on a déjà indiquées au début, on va faire un petit rappel pour comprendre comment vraiment l'arbitre ont dû penser ou bien comment ils ont réagi pour résoudre les litiges dans ces sentences pétrolières. Alors, normalement, comment l'arbitre fait pour résoudre un litige commercial international? À savoir qu'en principe, les parties déterminent le droit applicable au fond du litige et qu'à défaut de choix, l'arbitre doit déterminer le droit applicable. Donc, là, les arbitres hésitent parfois à statuer en pure équité et d'après les circonstances d'espèce ou bien conformément aux règles qu'ils estiment appropriées. C'est pourquoi les arbitres optent pour différentes méthodes. On a donc deux méthodes qui sont les plus appliquées. C'est tout d'abord la méthode conflictuelle. Selon prof Pierre Mayer, c'est une méthode de résolution des conflits qui ne donne pas vraiment une réponse directe. C'est une solution neutre. Donc, elle va désigner la loi qui va répondre à la question, mais on ne s'occupe pas vraiment du contenu de la loi désignée. Et on a une seconde méthode qui est la méthode des principes généraux, donc selon laquelle on adopte l'ensemble des règles de droit international privé et encore avec la jurisprudence arbitrale, avec les conventions internationales et encore plus avec les principes communs généralement acceptés par la communauté internationale. Alors, dans le cas des sentences pétrolières arbitrales, et parce qu'il s'agissait des contrats avec les États, l'arbitre a appliqué pour la solution de son litige la méthode des principes généraux de droit en écartant la méthode conflictuelle. Parce que pour l'arbitre, il voulait entendre écarter l'application de tout système de droit national désigné par l'intermédiaire d'une règle de conflit de loi. Si on va prendre par exemple la sentence du Cheikh Abu Dhabi de 1951, le contrat contient une clause qu'en cas de litige, il faut avoir recours à la bonne foi, bonne volonté, de la raison et de l'équité. Donc, en absence de dispositions plus précises, les arbitres ont vraiment écarté l'application du droit national d'inspiration musulmane, c'est-à-dire le droit musulman, et ils cherchent à appliquer un droit raisonnable tel le droit anglais. Et encore plus, si on prend un autre exemple, par exemple la sentence Libyan American Oil de 1980, on remarque que l'arbitre se réfère à l'article 38 de la Cour internationale de justice en considérant qu'il s'agit d'un contrat relevant du droit public par certains de ses aspects et a un caractère quasi international. Donc, parce que le litige avait un caractère international, ceci a été un paramètre justifiant l'exclusion du droit musulman par l'arbitre. Donc, bref, le but du recours aux principes généraux du droit n'était pas vraiment d'exclure l'application du droit musulman, mais c'était plutôt de soustraire des solutions qui ne sont communément admises dans la communauté internationale
ne répondant pas aux exigences d'un contrat à dimension internationale. Alors, et encore plus, on va parler pourquoi on a dû reprocher au droit musulman comme étant embryonnaire. On a dit pourquoi il a dû être inadapté et maintenant on va dire pourquoi il a dû être embryonnaire. L'épisode des sentences pétrolières dans les pays arabo-musulmans a suscité ce qu'on appelle un conflit de culture. Surtout que la religion et la charia islamique ont façonné la culture des peuples du Moyen-Orient. Selon M. Al-Ahda, donc par rapport à lui, il sera discutable que certains arbitres et avocats évitent plus ou moins de s'informer sur la culture islamique peut-être pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est dû à un comportement appelé ethnocentrisme, c'est-à-dire une tendance ou bien la tendance commune à n'importe quel groupe humain. Les pratiques au sein de la communauté sont considérées normales et logiques, tandis que les comportements des autres sont perçus comme incompris. Et aussi, il pose une autre raison, c'est que les règles commerciales de la charia sont très différentes de celles des pays occidentaux, comme par exemple, si on prend les impératifs moraux au droit musulman, la notion d'intérêt, ou bien ce qu'on appelle en arabe riba, qui est en principe une notion interdite par l'islam, alors que son acceptation varie selon les pays. Donc, si on prend les pays qui adoptent l'école hanafite, comme la Syrie, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, ils ont dû assouplir les lois de l'interdiction en réglementant les taux d'intérêt et utilisent le terme de subterfuge juridique. Alors que les pays qui adoptent l'école hanbalite, comme on l'a déjà dit, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Yémen, ils interdisent strictement l'intérêt. Et aussi, on a une troisième catégorie, la catégorie des pays qui acceptent l'intérêt d'une manière différente, comme un moyen utile pour maintenir les relations commerciales avec l'Occident, tel le cas des Émirats arabes unis. Donc, maintenant, on a fait un aperçu historique rapide avec, j'ai un peu expliqué les critiques donc dues au droit musulman pour savoir qu'actuellement, après vers la fin des années 1980, on a dû avoir une progression reconnaissance de la charia islamique dans un arbitrage commercial international. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'actuellement, les motifs de rejet de la charia sont devenus inopérants. Donc là, la réception et l'application de la charia se dessinent par une nouvelle sentence qui rompt complètement avec l'épisode des sentences pétrolières. Et c'était avec l'affaire Wintershall contre le Government of Qatar en 1988, où l'arbitre a permis l'application du droit musulman au fond du litige par le biais d'une loi nationale qui est la loi qatari. Donc maintenant, on peut choisir la charia islamique comme un droit donc régissant le fond et la procédure d'un litige commercial international. Donc, à savoir qu'il y aurait une possibilité accordée, tout d'abord, aux parties de choisir la charia comme un droit applicable à la procédure et au fond du litige. Et aussi, cette possibilité aura donné aux arbitres de choisir la charia islamique comme un droit applicable à leur litige. Donc, si on va parler de l'application de la charia comme un ensemble de règles procédurales régissant l'instance arbitrale, à savoir qu'en principe, le droit régissant la procédure du litige, elle est vraiment donc choisie par les parties, soit en désignant directement les règles de procédure, soit par référence à un règlement d'arbitrage,
soit par une loi étatique. Mais quel sera vraiment le cas dans les pays arabo-musulmans? Donc, à savoir que dans les pays arabo-musulmans, on adopte deux systèmes d'arbitrage. On a ce qu'on appelle le système moderne d'arbitrage, c'est-à-dire les pays qui adoptent la charia islamique dans leur vie quotidienne, mais elles n'entrent pas vraiment dans les règles essentielles et juridiques de tout le pays, c'est-à-dire vraiment on adopte un autre système juridique, c'est-à-dire la charia islamique n'intervient pas dans ce système juridique. Alors que les systèmes traditionnels, tels le cas de l'Arabie saoudite, où la charia islamique, elle est reine, et donc elle régit le tous, donc la vie sociale, le système juridique, le système législatif, donc elle régit tout le pays. À savoir qu'on a ce qu'on appelle la liberté de choix donnée pour les parties dans les systèmes modernes d'arbitrage, c'est-à-dire on autorise les parties de régler la procédure en choisissant l'un des choix déjà mentionnés, qu'on a déjà dit, et sans être vraiment liés par les règles de procédure de lieu où se déroule l'arbitrage. Par exemple, donc, si on prend l'exemple du Liban et de l'Algérie, ces deux pays adoptent la même solution que le droit français, et aussi la Tunisie, l'Égypte, Oman et la Jordanie, le Yémen et la Syrie. L'arbitrage dans ces pays-là se déroule au profit de n'importe quelle règle de droit et donc potentiellement la charia. Et le second cas, on a l'exigence de l'application de la charia par les règles de procédure du siège, et cela dans les systèmes traditionnels d'arbitrage. Parce que dans ces pays-là, les parties ne peuvent pas vraiment écarter le droit du lieu du siège, de l'arbitrage, et ne peuvent pas de même désigner elles-mêmes les règles applicables à la procédure. Et c'est tel le cas de l'Arabie saoudite, où la loi exige que vraiment l'intégralité des procédures appliquées par les arbitres doivent être conformes à la charia islamique et aux lois en vigueur. Donc, et ici, on peut dire qu'on est devant une liberté vraiment résiduelle des parties, c'est-à-dire juste on les autorise à désigner l'un des arbitres ou bien convenir les montants des honoraires ou bien choisir la langue, c'est-à-dire vraiment les parties sont vraiment, ils ont une liberté vraiment limitée. Donc là, on a parlé l'application de la charia concernant l'ensemble des règles qui régissent les procédures. Maintenant, on va parler de l'application de la charia comme un droit régissant le fond du litige. Aussi, en principe, il faut savoir que le droit régissant le fond du litige est choisi normalement par les parties qui puissent à leur tour désigner la charia islamique. Et cela, soit son application imposée par les principes de territorialisme et de personnalisme des lois en Arabie saoudite, soit par le choix d'une loi étatique, qui est aussi la loi saoudienne, soit à travers le choix d'un ensemble de règles d'origine non étatique. Donc, si on va parler du premier choix, qui est le choix d'une loi étatique, qui est la loi saoudienne, on peut dire que ce choix a été donné à tous les pays qui appartiennent sûrement au système moderne, c'est-à-dire où la charia occupe une place plus ou moins restreinte. Et à savoir que l'application ou bien l'exigence de l'application de la charia résultant du principe ou bien des principes de territorialisme et de personnalisme des lois en Arabie saoudite, il faut savoir que cette exigence de l'application par les parties de la loi saoudienne, si l'arbitrage découle sur le territoire de l'Arabie saoudite, si l'arbitrage met en cause un Saoudien et si l'exécution du contrat s'effectue en Arabie saoudite.
parce que, comme je l'ai déjà annoncé, en Arabie Saoudite, la loi islamique, elle est reine. Donc, selon l'article 7 de Nizam al-Assasi, c'est-à-dire c'est la constitution en Arabie Saoudite, stipule que la charia gouverne entièrement l'ordre juridique saoudien et aussi la réglementation de l'arbitrage en Arabie Saoudite, et cela selon l'article 39 du décret d'application de 1985. Pour passer à un troisième choix, qui est l'application de la charia résultant de la possibilité de désigner des règles de droit. Donc, à savoir que la consécration de la liberté de choisir des règles de droit dans les systèmes modernes d'arbitrage, on a eu ce cas, c'est-à-dire l'arbitre ou bien le tribunal arbitral applique au fond du litige les règles convenues par les parties, mais à condition de choisir ce qu'on appelle une loi étatique. Et cela donc, a été dans plusieurs pays, c'est-à-dire selon l'article 39 de la loi égyptienne numéro 27 du 18 avril 1994 portant sur l'arbitrage dans les matières civiles et commerciales, et aussi selon l'article 813 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile de 1981 libanais, article 317 du code de procédure civile marocain et article 73-1 du code tunisien. Mais à savoir qu'on a eu des exclusions de cette liberté dans la majorité des pays arabes, c'est-à-dire la loi, ou bien par exemple la loi syrienne sur l'arbitrage du 1er avril 2008 exige que les arbitres doivent appliquer au fond du litige les règles désignées par les règles du conflit de droit international. Donc, ces règles de conflit ne peuvent désigner qu'une loi étatique du fait des critères de rattachement. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir une loi non étatique. On va avoir donc sûrement une loi étatique. Et aussi, on a les systèmes les plus traditionnels d'arbitrage, comme le cas de la Libye, le Koweït, l'Irak, Qatar et les Émirats arabes unis. Ces systèmes n'évoquent même pas la question des règles de droit, car les parties ne peuvent désigner qu'une loi étatique comme droit applicable au fond du litige. Donc, en conclusion, il ne semble pas qu'il soit refusé aux parties de désigner la charia islamique comme droit applicable au fond du litige, et donc, dans ce cas-là, les arbitres seront obligés de l'appliquer. Et maintenant, on va parler dans la deuxième partie, on va parler de la possibilité accordée aux arbitres de choisir la charia comme un droit applicable au fond du litige. Donc, dans la première partie, on a parlé de cette possibilité accordée aux parties. Maintenant, on va parler de cette possibilité accordée aux arbitres. Donc, à savoir aussi qu'à défaut de choix des parties, sur la loi applicable au fond du litige, il revient à l'arbitre de le déterminer. Et là, il s'agit d'une obligation et non pas d'une simple faculté de l'arbitre. Donc, sauf en cas de clause d'amiable composition où l'arbitre doit trancher en équité. Donc, le litige doit être tranché en droit. L'arbitre est libre de déterminer la loi applicable à condition de ne pas porter atteinte aux prévisions des parties en désignant, par exemple, une loi qui annule leur contrat ou bien en désignant une loi inappropriée. Et aussi, il faut prendre en compte les usages du commerce international. Donc, la liberté limitée de l'arbitre d'appliquer la charia en tant que droit conforme aux usages du commerce international. Donc, là, l'arbitre doit toujours prendre en considération les usages du commerce international. À savoir qu'on a une autonomie restreinte de l'arbitre par rapport aux règles de conflit du siège. Si on prend par exemple les systèmes modernes où l'on consacre en général la conception transnationale de l'arbitrage,
L'arbitre n'est donc pas tenu d'appliquer la règle de conflit du siège de l'arbitre. Les systèmes, ou bien parmi les systèmes les plus libéraux, on a le système libanais et le système algérien qui consacrent une liberté totale pour l'arbitre dans le choix de cette méthode. Alors, par exemple, que la loi égyptienne et omanaise et jordanienne, il stipule que les règles matérielles de droit, il faut appliquer les règles matérielles de droit qui présentent les liens les plus étroits avec le litige. Alors que le droit tunisien, il exige à l'arbitre d'appliquer la loi qu'il estime appropriée. Et encore plus, si on va parler du droit bahreïni, on peut dire qu'on exige l'application de la loi désignée par la règle de conflit de loi qu'il juge applicable en l'espèce. À savoir que certains pays sont hostiles à l'autonomie totale de l'arbitre par rapport au droit du siège. C'est-à-dire, l'arbitre devra donc rendre sa sentence en se conformant au droit étatique, sauf toujours en cas de clause d'amiable composition. C'est le cas notamment dans la loi yéménite de 1992, où on a imposé à l'arbitre de faire l'application, surtout à défaut de choix des parties, des règles du conflit du siège. Et aussi, on a la loi qatari, on l'a déjà dit, donc comme le cas en Arabie saoudite. Si l'arbitrage a lieu au Qatar, les lois qataries sont applicables aux éléments du litige, sauf convention contraire des parties. Et comme on l'a déjà dit, l'arbitre tient compte ou bien devrait donc prendre en considération les usages du commerce international, quelle que soit la règle applicable au litige. Donc, on peut dire que dans ce cas-là, la charia, elle devait être ou bien peut donc se voir limitée ou bien complétée par les usages du commerce dans certains pays arabes. Donc, il semble cependant que la charia accepte largement les usages du commerce. Selon prof Nathalie Najjar, on peut constater que les usages, ou bien ce qu'on appelle les coutumes, ont joué un rôle très important dans la constitution du droit musulman classique, permettant de compléter les lacunes de la charia et de s'adapter aux besoins de la société musulmane et pouvant être consacrés à tout moment par l'ijtihad ou bien l'ijma. Donc, pour définir rapidement l'ijtihad et l'ijma, à savoir que l'ijtihad en islam, c'est le fait de fournir un effort afin d'en extraire la vue juridique, ce qu'on appelle en arabe hukm al-shara, à partir des textes révélés. Ou bien l'ijma, c'est ce qu'on appelle le consensus. Donc, c'est l'une des sources du droit musulman qui vient après le Coran et la Sunna. Et les écoles juridiques, ou bien ce qu'on appelle mazhab, lui accordent une place plus ou moins grande. Donc, mais là, notre question est la suivante, ou bien sera la suivante, ou bien le problème qui se pose lorsqu'un usage ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi islamique. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que donc cet usage doit être contenu, doit être contemporain et ne peut pas être contraire à un consensus ou bien à un texte sacré tel le Coran ou bien la Sunna, ou bien encore plus, ne peut pas être contraire à un principe impératif de la charia. Donc, ici, l'arbitre, qu'est-ce qu'il doit faire? Devra-t-il, par exemple, écarter certaines dispositions de la charia au profit d'usages qui lui sont contraires? Dans pareil cas, l'arbitre pourra craindre au refus de reconnaissance de sa sentence s'il est amené, donc s'il va être amené à être exécuté dans un pays arabe de systèmes traditionnels comme par exemple le Qatar ou bien l'Arabie saoudite. Donc, et notamment dans ces pays-là où la charia est reine. Donc, l'arbitre fera son possible pour concilier les dispositions contraires plutôt que de rejeter en bloc la charia comme ce fut le cas dans les sentences pétrolières.
À savoir qu'on a eu une exclusion du recours de l'arbitre à des règles de droit dans la majorité des pays arabes. Seules les législations libanaises et algériennes, comme on l'a déjà mentionné, prévoient expressément la possibilité pour l'arbitre de recourir à des règles de droit qui ne peuvent pas être étatiques, alors que les autres pays refusent totalement avoir des règles de droit, donc de sources non étatiques. Alors, l'obligation de l'arbitre de désigner une loi étatique, ce fut par exemple par la loi égyptienne, comme on l'a déjà dit, de numéro 27, 18 avril 1994, où l'arbitre devra appliquer les règles matérielles du droit qu'il estime entretenir les liens les plus étroits avec le litige, c'est-à-dire il faut avoir toujours une loi étatique. Et si on prend l'exemple aussi du code tunisien, dans l'article 73-2 de l'arbitrage, l'arbitre doit appliquer la loi qu'il estime appropriée, c'est-à-dire semble, donc si on voulait vraiment interpréter ce que stipule le code tunisien, on peut dire que il faut appliquer une norme étatique au stricto sensu. Bref, dans la majorité des pays, ou bien dans la majorité des systèmes arabes, la charia ne peut être appliquée par l'arbitre qu'à travers la désignation de la loi saoudienne. Et à savoir aussi que pour mettre toujours en œuvre, pour protéger la charia islamique, on a dû interdire le fait à l'arbitre d'écarter la charia islamique au profit de ce qu'on appelle la lex mercatoria. Donc, on va parler rapidement de la lex mercatoria, à savoir qu'elle est issue des coutumes marchands instaurées par les instances des organes internationaux comme la Chambre de commerce, comme le cas des incoteurs, et la législation internationale. Donc, là, l'arbitre ne peut pas appliquer des règles de droit non étatiques et à ce titre la charia que dans les seuls systèmes libanais et algériens dans la majorité des systèmes non arabes. Cette restriction permet d'éviter donc la prise en compte de la lex mercatoria et aussi les principes généraux du droit, mais il conserve toujours une bonne place aux usages du commerce international, comme on l'a déjà mentionné. Alors, mais selon monsieur le professeur Gaillard, il faut savoir que les principes généraux du droit ne sont pas vraiment tirés d'un seul ordre juridique étatique, mais qui sont dégagés soit de la comparaison des droits nationaux, soit directement des sources internationales telles que les conventions internationales en vigueur ou non, ou bien la jurisprudence des tribunaux internationaux. Donc, à savoir que les pays arabes avaient eu accord au lendemain des sentences pétrolières et de se protéger contre l'éviction de leurs droits, la charia à l'époque, au profit de ces principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. Donc, cette restriction pourrait être perçue comme un moyen de garantir l'application de la charia. Et encore plus, selon prof. Nathalie Najjar, il ne semble pas qu'il y ait donc une vraie incompatibilité absolue entre ces principes généraux du droit et la charia, parce que les auteurs du droit musulman trouveraient dans les principes généraux de droit un équivalent, ce qu'on appelle au qawa'id al-kulliyat, c'est-à-dire normes globales connues du droit musulman classique. Et enfin, il faut savoir, ou bien il faut citer un grand nombre des principes généraux et fondamentaux de droit reconnus comme essentiels dans la charia. Donc, comme là, j'ai mis quelques exemples, tels la bonne foi dans l'exécution des contrats, la réparation du dommage résultant d'un acte illicite ou bien la révision du contrat pour cause d'imprévision et aussi comme la règle pacta sunt servanda. Donc, c'est bon, moi, par rapport à moi, c'est fini. Donc, j'espère que j'ai pu vraiment répondre à toutes vos problématiques concernant la question juridique que j'ai déjà
que j'ai déjà posées. Et donc, je serais aussi ravie à savoir si quelqu'un aurait des questions ou bien quelques renseignements. C'est à vous, donc, monsieur le prof, monsieur professeur François Roche. Écoutez, merci beaucoup, Dr. LSN, pour votre conférence. Effectivement, il nous reste une bonne vingtaine de minutes maintenant pour la discussion et la période de questions. Donc, je vous invite à vous manifester. Je vais ouvrir le chat, si vous préférez le faire par le chat, ou sinon, ouvrir votre caméra et de vive voix, poser votre question. Je pense qu'on peut peut-être prendre un premier bloc de 3 questions, vous donner l'occasion d'y répondre et par la suite, on pourra enchaîner avec un autre bloc de questions si le temps nous le permet. Donc, messieurs, dames, je vous écoute. Monsieur Goudreau, j'ai vu que vous avez allumé votre caméra. Je vous invite à ouvrir votre micro également. Donc, la parole est à vous, monsieur Goudreau. Merci. Alors, je vais briser la glace. Alors, merci de cette présentation fort intéressante. Je me posais la question en référence à notre droit local ici, lorsque les parties à un arbitrage international vont choisir, par exemple, le fort comme étant Montréal. Le droit supplétif applicable au cas où il y aurait des lacunes serait le droit civil, le droit du Québec, ou si les parties ne choisissent pas de droit applicable en vertu du Code de procédure civile, le droit supplétif va être le droit civil, même sur un arbitrage international, si les parties ne spécifient pas. Simplement du fait que le fort est ici situé, le siège de l'arbitrage serait à Montréal. Est-ce que dans les pays dont vous avez fait mention, il y a également cette règle qui comble le vide d'un choix de droit applicable similaire à ce qu'on retrouve ici au Québec? Comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment difficile à avoir autre chose que le droit musulman, c'est-à-dire la charia islamique, et surtout dans les pays qui adoptent les systèmes juridiques traditionnels, c'est-à-dire comme l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Mais à savoir aussi que l'Arabie saoudite, elle est en train d'assouplir ces lois concernant l'arbitrage commercial international pour pouvoir adopter et aussi pour pouvoir pour pouvoir vraiment être conciliante avec d'autres principes comme je l'ai déjà dit, les usages de commerce international, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment un peu à côté en parallèle de la charia islamique, mais à savoir que si jamais on a dû appliquer, par exemple, disons, le droit danois, et après, c'est-à-dire on a appliqué le droit danois au fond du litige et après on a voulu exécuter cette sentence arbitrale dans l'une des pays arabes, il se peut qu'on fait un bloc à la reconnaissance de ces sentences arbitrales, encore une fois, si jamais l'une des si l'une des propositions données par l'arbitre serait contraire à l'une des exigences de la charia islamique. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, Mme Goudreau, pour votre question. Quelqu'un d'autre souhaite poser une question à notre conférencière? Je vois que dans le chat, il y a une question qui est posée. Donc, soit que j'en fais la lecture ou sinon, j'invite monsieur ou madame Charour à prendre la parole. Est-ce que vous préférez que je fasse la lecture de la question? Bonjour, en fait, je peux la lire. Bonjour, la question, c'est supposant que l'arbitrage est basé sur une clause d'arbitrage qui est contenue au contrat. Dans les situations que vous avez relevées où l'arbitre a décidé de ne pas appliquer la charia, comment se fait-il qu'un arbitre peut décider d'appliquer le droit anglais, par exemple, plutôt que le droit musulman, si la clause d'arbitrage, qui est elle-même la source de sa propre compétence à lui, prévoyait l'application du droit musulman?
j'ai pas, excusez-moi, est-ce que vous pouvez reformuler la question? Donc, Dans le fond, c'est que si on suppose que le dossier d'arbitrage est parce qu'il y a une clause d'arbitrage qui était prévue à un contrat, et que si cette clause d'arbitrage-là, parce que vous avez dit que le droit applicable devait être le droit musulman, mais l'arbitre a décidé d'appliquer le droit anglais. L'arbitre, comment est-ce qu'il peut décider de prendre cette décision si la clause d'arbitrage sur laquelle d'où lui, il tire sa compétence, si elle-même, elle prévoyait l'application du droit musulman? Si c'était le cas, à supposer qu'il y avait une telle clause, parce que je ne connais pas nécessairement les dossiers auxquels vous avez fait référence. Non, normalement, donc, alors si jamais, par exemple, l'arbitre voulait appliquer le droit anglais, et donc il va voir tout d'abord s'il y a certaines dispositions donc, qui seront contraires à la charia islamique avant de vraiment d'appliquer le droit anglais. C'est-à-dire, il peut prendre la partie qui sera conciliante avec les dispositions de la charia islamique et jeter l'autre partie du droit anglais qui ne sera vraiment pas conciliante avec la charia islamique. Et je répète pour une autre fois, parce que après on va avoir le problème du bloc, c'est-à-dire on va bloquer la reconnaissance et l'exécution de la sentence dans ces pays arabes. Comme on le savait, donc le but de l'arbitrage, c'est faire de l'arbitrage et payer quelques milliers de dollars, même 2 millions de dollars, pour pouvoir résoudre un litige dans quelques mois, c'est-à-dire pendant 6 mois. Mais aussi, le but essentiel, c'est d'avoir ou bien de pouvoir exécuter cette sentence arbitrale. Donc, et vraiment, donc, ici, l'arbitre, il va vraiment savoir qu'est-ce qu'il va prendre du droit anglais et qu'est-ce qu'il ne pouvait pas prendre pour ne pas faire bloc à sa décision en fin de compte. Merci. Est-ce que vous avez une question complémentaire ou ça répond à votre question? Non, c'est beau, ça répond, merci. Parfait. Donc, je me tourne vers les autres participantes et les autres participants. Est-ce que vous avez une autre question? Donc, je me permets, dans les circonstances, de vous poser une question, Mme LSN. Est-ce que, selon vous, bon, on vit dans un monde extrêmement statocentré encore, donc on vit dans un système anarchique sur le plan international, mais je me demandais, en ce qui concerne certaines organisations internationales, notamment l'Organisation de la Conférence islamique ou encore la Ligue des États arabes, est-ce qu'il y a un certain rôle que pourraient jouer ces organisations internationales, eu égard aux enjeux et aux problématiques que vous avez soulevées, ou la question forcément doit se ramener éventuellement à la sphère étatique ou interétatique? Alors, je peux dire que, comme je l'ai dit, donc, alors les systèmes traditionnels d'arbitrage, c'est le cas de l'Arabie saoudite, donc ils travaillent pour être sur le chemin d'avoir des lois plus assouplies, c'est-à-dire, par exemple, on a eu depuis 2 années à peu près, on a fait l'ouverture du centre de commerce international à Riyad, de l'arbitrage, donc comment dire, pour pouvoir accueillir plusieurs sentences arbitrales, c'est-à-dire comme pour que l'Arabie saoudite puisse devenir un siège d'arbitrage pour des sentences arbitrales étrangères. Mais on peut dire que vraiment, on est en train de faire un certain assouplissement pour faire la conciliation du droit musulman face à la mondialisation et donc des principes du commerce international et donc de bien s'intégrer dans la mondialisation. Andrés, tu as une question pour notre conférencière? Oui, en fait, je me posais la question, à part la question des intérêts, mettons, est-ce qu'il y a des conflits potentiels entre le droit des contrats occidental puis les droits des contrats de la charia auxquels vous pouvez penser?
En fait, c'est le plus célèbre exemple, c'est donc qui a vraiment posé comment dire, des controverses doctrinales. Il y en a plein, c'est-à-dire dans chaque contrat fera un cas spécial, c'est-à-dire on ne pourra pas penser que tel point pourrait être vraiment contraire à l'une des coutumes ou bien des usages de la charia islamique et une fois qu'on a ce point-là, donc on va découvrir qu'elle est vraiment contraire à l'une des dispositions de la charia islamique et on a dû l'écarter rapidement, c'est ça. Merci. Donc, écoutez, il nous reste encore peut-être quelques minutes. Peut-être sommes-nous en mesure de prendre peut-être une ou deux dernières questions. Que d'autres personnes se manifestent sur le chat ou directement. Dernière chance. J'ai vu quelqu'un se manifester. Monsieur Charour, à nouveau. Peut-être Monsieur Collat, que je vois en ligne. Non? Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à préciser que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée et il y a une seconde vie qui va lui être donnée, c'est-à-dire qu'on va déposer la conférence sur notre chaîne YouTube. On va la partager sur nos réseaux sociaux éventuellement. Donc, n'hésitez pas vous-même à partager et à diffuser cette conférence. Et sur ce, ben, écoutez, je remercie très chaleureusement la docteure LSN pour la qualité de sa conférence, de sa présentation. Ce fut extrêmement instructif. Et je remercie tous les participantes et toutes les participantes, pardon, et tous les participants d'avoir été présents aujourd'hui pour cette conférence midi qui portait sur l'arbitrage commercial international dans les pays arabo-musulmans. Donc, écoutez, Madame LSN, je vous donne le mot de la fin si vous souhaitez intervenir. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Et merci en particulier à vous pour la qualité de votre présentation. Merci beaucoup, Monsieur Roche. Donc, et merci à tout le monde. Donc, j'étais ravie d'être aujourd'hui avec vous et j'aimerais bien aussi de m'accueillir une deuxième fois, pourquoi pas. On va pas peut-être choisir un autre sujet. Et merci à tous toutes les participants donc aujourd'hui et à très, très, très bientôt. Merci. Et au revoir tout le monde. Bonne journée. Merci.